Voilà, donc le but n'est pas de vous présenter les 32 recommandations une par une et de vous faire une présentation magistrale, mais plutôt de voir quel est le contexte, le cadre et puis les nouveautés et ensuite discuter à bâton rompu, on va dire. Donc, actualisation des précautions standards, avec, vous avez vu, des visuels très forts. Et donc, les précautions standards, c'est un guide que vous avez eu dans vos pochettes, enfin dans vos sacs bleus et blancs. Et c'est aussi une affiche que vous voyez sur la gauche et qui sont distribuées sur les stands de la revue Hygiène et de la SF2H. C'est aussi un dépliant, alors qui est arrivé hier seulement, mais qui est disponible aussi sur les stands SF2H et Hygiène. Et ça sera aussi alors tout ça sera sur le site internet de la SF2H très prochainement. Et de même que en PDF, les illustrations qui sont à l'intérieur de la revue, qui vous permettront chacun dans vos établissements de faire de communiquer ou d'accompagner ces précautions standards. Et donc, il y aura aussi une FAQ, un question-réponse qui sera organisée sur le site. Donc ça, je ne vais pas vous faire l'affront de m'appesantir sur ces diapositives. C'est le pourquoi, le comment des précautions standards. Et dans le carré bleu, donc, il y a la fameuse Reco 5 pour tout soin, en tout lieu, pour tout patient et pour tout professionnel de santé. Alors, je vais quand même rappeler le contexte. Donc, au départ, en France, les précautions standards, c'était un tableau en annexe d'une circulaire de 1998. Il se trouve que elle n'est plus maintenant sur le site de Légifrance. Du coup, la circulaire est sur le site, mais plus le tableau. Ce qui fait que ce texte n'est plus opposable, ce qui est un peu embêtant en termes de précautions standards. Et elle avait une présentation, vous vous souvenez, classique, présentant le conduite à tenir en cas d'AES, hygiène de main, les équipements de protection individuelle, mais à l'époque c'était gants sur blouse, masques, lunettes, etc. C'était présenté séparément. Et puis le dernier axe qui était l'environnement. Ensuite, il y a eu la circulaire interministérielle du 13 mars 2008, qui lui présentait des items en plus. On parlait plus de lavage, on commençait à parler de solutions hydroalcooliques. Il y avait aussi des items spécifiques du laboratoire et du bloc, donc propres au monde hospitalier. Et puis, il y avait des choses en moins par rapport au texte de 98. La conduite à tenir en cas d'AES n'y était plus. Elle était dans une annexe à part. Et puis, l'entretien du matériel réutilisable aussi avait disparu. Ensuite, le 10 juillet 2013, là, c'est un arrêté cette fois, et du ministère du Travail et non pas de la Santé. Et là encore, il y a des items en plus, comme le fait de privilégier le matériel à usage unique et puis le matériel de sécurité aussi fait son apparition. Et de nouveau, l'item concernant l'entretien du matériel réapparaît. En revanche, de nouveau disparaît la conduite à tenir en cas d'AES, qui est là aussi dans une autre annexe, et puis la façon de prendre en charge les surfaces souillées par le sang. Enfin, on trouve un conseil de l'Union européenne, donc une directive de 2010, et qui, elle, est surtout par rapport à la prévention, la protection du personnel et les devoirs de l'employeur par rapport aux accidents exposés au sang. Donc, vous voyez qu'il y a une réglementation qui est plutôt ancienne, qui est parfois peu visible ou peu connue et qui est fluctuante puisqu'il y a des items qui apparaissent et qui disparaissent. Au niveau recommandations, cette fois, donc il y a un référentiel qui a démarré au niveau américain. Enfin, les précautions standards ont été lancées par les États-Unis en 1996 et ils ont réactualisé en 2007 ces recommandations, notamment en y ajoutant l'hygiène respiratoire. Donc on s'est dit, il va falloir aussi actualiser les nôtres. L'OMS a introduit les 5 indications de l'hygiène de main, donc il fallait en augmenter la visibilité. Au niveau de la société française, bien évidemment, il y a une pléthore, enfin non pas une pléthore, mais il y a bon nombre de guides qui sont cités là, qui reprennent d'une façon ou d'une autre les précautions standards, mais peut-être pas toujours comme un bloc très visible et unique. Et puis, il y a eu les recommandations du Haut Conseil de santé publique avec les recommandations BHRE en 2013 qui ont insisté sur donc l'importance des précautions standards et de la gestion des excrétas. Et on sentait qu'il fallait rajouter ça et compléter
les précautions standards de 98. De plus, elles sont plus que jamais prioritaires et ubiquitaires. On les voit dans l'axe 1 du PROPIAS 2015. On dit que c'est le principe fondamental de la politique de maîtrise du risque infectieux tout au long du parcours de soins pour chaque patient. De même dans l'axe 2 pour la maîtrise de la diffusion des BMR et des BHRE. Donc c'est un socle prioritaire incontournable dont il faut faire une promotion active. Et puis surtout quand on regarde les audits, audits précautions standards ou même la littérature, on voit qu'il y a toujours une marge de progression en termes d'observance, que ce soit pour l'hygiène de main ou le reste des mesures. Donc voilà ce qui nous a poussé à reprendre ces fameuses précautions standards de 98. Et les objectifs ont été de fournir un référentiel unique, consolidé et actualisé, dont la promotion sera renforcée dans toute démarche de prévention du risque infectieux, mais aussi de l'antibiorésistance, et pour tous les secteurs de soins, ce qui était nouveau. Ça, c'était la démarche apportée par le PROPIAS. Donc, on a voulu consolider et actualiser ces recommandations en un référentiel unique, intégrer donc toutes les évolutions réglementaires, et on est parti du texte de 98, veiller à l'applicabilité dans les 3 secteurs, donc sanitaire, médico-social et ville, éviter tout ce qui est hospitalo-centré, et clarifier les messages afin d'être adoptés par tous les professionnels de santé, les aidants et toute personne en fait qui intervient dans les soins. Voilà, et donc c'était la petite métaphore. Les précautions standards, c'est la base, tout repose dessus, donc il fallait que ça soit solide, visible et sans ambiguïté. La méthode, je passe. Donc voilà, les 7 axes des précautions standards, c'est les 7 axes que vous retrouvez d'ailleurs dans le dépliant. Et donc il y a des choses très classiques que vous connaissez, l'hygiène de main, les équipements de protection individuelle, les préventions des AES et la gestion de l'environnement. Et ce qu'on a rajouté, donc, c'est un chapitre d'introduction sur le champ d'application et la stratégie de mise en œuvre. L'hygiène respiratoire, donc je crois que j'avais mis, voilà, l'hygiène respiratoire et la gestion des excrétins. Pardon. Donc les nouveautés, c'est qu'on a notamment voulu un style direct, avec absence de niveau de preuve. Bon, ça, c'est peut-être un défaut, mais c'est un choix qui a été fait du fait qu'on repartait des textes réglementaires. Et notamment, on emploie les expressions faire, porter, mettre, réaliser, donc directement en action, plutôt que il est possible de, il est préférable de, ou voire des négations qui sont dures à comprendre. Et on laisse finalement aux soignants cette démarche individuelle d'anticipation et de réflexion lors de la prise en charge du patient. C'est à lui de connaître et d'évaluer le risque et de prendre les mesures nécessaires avant chaque acte de soin. En nouveauté, il y a des expressions ou des définitions qui ont été rappelées. Il y a tout un glossaire en début de recommandation. Donc, on a adopté le terme hygiène respiratoire pour traduire la CAUS étiquette, voilà, plutôt que étiquette respiratoire. Donc, c'est un parti pris. On a rappelé des expressions comme masque à usage médical, objet perforant. Donc, la réglementation, c'est plus objet piquant, coupant, tranchant. Donc, faut actualiser notre terminologie. Produits biologiques d'origine humaine, là aussi, c'est quelque chose qui a été adopté définitivement. Gants de soins, équipements de protection individuelle. Bon, voilà. Tout ça, tous ces termes, vous vous y habituerez au fur et à mesure dans les recommandations. Il a fallu adapter les recommandations aux 3 secteurs. Donc, d'emblée, on a hésité à dire est-ce qu'on met patients, résidents, usagers. Enfin, bon, ça dépend du secteur de soins. Et puis après, on s'est dit, finalement, un soin implique un patient. Donc, quel que soit le secteur, on va employer le terme patient, même s'il y a une équivalence totale pour nous dans les messages à faire passer. De même que ces recommandations dépassent le simple professionnel de santé. C'est tout acteur du soin. Ça peut être le patient lui-même s'il est aidant, ça peut être un membre de la famille qui vient aider ou autre. Pas uniquement les professionnels de santé. En nouveauté aussi, il y a une fiche développement durable. C'est la CRID, qui est le groupe de réflexion développement durable de la SF2H, qui a proposé des pistes. Donc, on n'est pas seulement rouge, on est vert aussi. Et je vous laisserai le soin de découvrir cette fiche. Et puis donc les fameuses recommandations, 32. Ça fait déjà beaucoup, mais on a essayé de limiter le nombre, réparties en 7 axes. Donc les points clés. Je bois un petit coup, pardon.
Donc l'axe stratégie de mise en œuvre, il est nouveau. Et on a pensé que, notamment dans le milieu, dans le secteur ville ou médico-social, on n'avait pas forcément déjà connaissance absolue de ce qu'étaient les précautions standards et qu'il fallait, expliquer ce que c'était. Donc on a rappelé les définitions, les objectifs, mesures barrières, réduction de la transmission croisée, sécurité du patient, du soignant, etc. Et puis surtout, donc la fameuse R5, les 4 tout, je les ai appelés comme ça. Donc les 4 tout, c'est tout soin, tout lieu, tout patient et tout professionnel de santé. Et on a rappelé aussi les conditions nécessaires à la mise en œuvre des précautions standards. Et ça, c'est important pour donner des billes aux directeurs d'établissement ou aux équipes d'hygiène dans les établissements. Vous le verrez, je vous laisserai les découvrir. Et puis la vaccination, on a pensé que c'était une mission importante aussi à souligner, car elles sont associées aux précautions standards. C'est un bon moyen de réduire l'antibiorésistance et les infections. Est-ce qu'on fait axe par axe ou est-ce que je décline rapidement toutes les nouveautés et puis ensuite on pourra poser les questions. Donc pour l'hygiène de main, qu'est-ce qui est nouveau? Le prérequis a été intégré aux précautions standards. On a augmenté la visibilité, c'était le souhait des 5 temps de l'OMS qui sont vraiment affichés clairement. Les chats sont toujours là, enfin on a renforcé ça, la technique de référence et les seules indications du lavage de mains sont indiquées. On pourra nous reprocher de ne pas avoir cité le coup de la gale et du clostridium. Je dis le coup de parce que c'est vraiment un classique pour les hygiénistes, parce que c'est finalement hors cadre des précautions standards. C'est pas une situation standard, mais ça reste valable. Qu'est-ce qui est nouveau aussi? On n'a pas pratiqué une hygiène de main avant le port de gants ou immédiatement avant et immédiatement après. Pourquoi? Parce que finalement, l'hygiène de main avec les 5 temps de l'OMS se suffit elle-même. Et donc, indépendamment du port de gants ou non, et ça, c'est précisé dans la recommandation. Et la réflexion du soignant se fera en intégrant tout ça dans la démarche de soins en termes d'opportunités. Et puis l'hygiène de main, on a voulu en parler aussi à propos de l'acteur du soin, mais aussi des patients, des visiteurs de la famille. Donc tout ça est précisé. Pour les équipements de protection individuelle, là encore, un prérequis en termes de tenue. On a introduit la nouvelle norme pour les masques, puisqu'il n'y a plus 1R, 2R. Donc maintenant, il n'y a plus que 3 catégories de masques, notamment pour les problèmes de projection et d'imperméabilité aux projections. On a rajouté des items pour les soins particulièrement exposants, souillants, mouillants, où là, il y a la notion de surblouse à manches longues qui est évoquée. Mais surtout, on a voulu limiter le mésusage des gants, et notamment en rappelant que tous les contacts peau-saine se font à main nue, sans port de gants. Et ça, c'est en lien avec la définition des produits biologiques d'origine humaine. La sueur, qui pourrait être le liquide biologique contaminant, n'est pas considéré comme un produit biologique d'origine humaine, selon l'OMS. Hygiène respiratoire, acte 5. Donc là, on a réintégré, parce que l'hygiène respiratoire, c'est pas nouveau. Elle était déjà dans la précaution R0, de la recommandation R0 dans le guide Air Gouttelette, si vous vous souvenez bien, de la SF2H. Mais là, elle est définitivement intégrée aux précautions standards. Pour toute personne qui présente une toux et une expectoration supposée d'origine infectieuse, que ce soit un patient ou un soignant ou un accompagnant. On parle de masques de type 1 pour les patients et les visiteurs. Et il y a toute une recommandation concernant la mise en œuvre et l'information. Et à chaque fois, donc, vous avez vu, il y a les recommandations et un argumentaire qui les accompagne avec toute la bibliographie nécessaire. Prévention des AES. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a quelque chose en moins. Donc c'est la conduite à tenir en cas d'AES qui n'a pas été reprise. Elle avait déjà disparu des textes réglementaires plus récents. Et on a estimé que pour être sûr de la pérennité de ces précautions standards, il valait mieux ne pas les inclure. Et puis parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est particulier. C'est pas standard justement quand il y a un accident exposant le sang. Et puis donc c'est un chapitre qui risquait d'évoluer en fonction des
l'état des connaissances, donc on l'a mis de côté, volontairement. Le matériel à usage unique de la fameuse du fameux texte réglementaire de 2013 n'a pas été repris non plus. Vous pourrez nous demander pourquoi tout à l'heure. La partie labo, bloc, pareil, de la circulaire de 2008 n'a pas été reprise pour ne pas être hospitalo-centrée. On a préféré parler de procédures sécurisées quand il y avait un risque élevé. Et puis, par contre, on a insisté sur le matériel de sécurité qui avait été évoqué dans les textes réglementaires de 2013. Gestion des excrétas. Alors là, il fallait faire une croix définitive sur tout ce qui est douche, douchette, qui risque de provoquer un aérosol et de contaminer terriblement et l'environnement et la personne qui tient le bassin. Il y a des vidéos qui étaient suffisamment explicites pour permettre à tous de comprendre ça. Donc, on dissuade de l'entretien manuel. En revanche, il n'y a pas eu de choix prioritaire entre les différentes possibilités d'entretien des bassins ou autres contenants d'excréta. Donc, soit le laveur désinfecteur de bassin, soit un contenant à usage unique avec un système de broyeur, soit les fameux sacs protecteurs. Donc, il y a tout un argumentaire détaillé là-dessus. Et enfin, le dernier axe, et je vois que je me suis trompée dans la numérotation, on corrigera ça. Le 7e axe, c'est gestion de l'environnement. Donc, là encore, pour tout ce qui est entretien de l'environnement, on n'a pas souhaité proposer de fréquence idéale. C'est à chacun de décider en fonction de ses ressources humaines, mais surtout du risque en jeu. Hein. On rappelle la notion de protection adaptée et pour le matériel réutilisable, donc il y a un détail, c'est qu'il y a deux moments où il faut faire attention. Donc c'est avant pour être sûr qu'il a bien été utilisé, enfin bien été entretenu, pardon, et après le soin. Donc c'est aussi la responsabilité du soignant de mettre en route la procédure en fonction du niveau adapté. Voilà, donc je ne vais pas aller plus avant pour laisser le temps aux questions, mais on pourra illustrer avec, si vous n'avez pas eu le temps de les lire, à chaque fois avec les diapositives correspondantes. Voilà, alors s'il y a des courageux qui ont commencé à lire ces recommandations et qui ont déjà des questions, elles sont les bienvenues. Laura, peut-être tu as une... Alors, en attendant, je vous mets... Anne, il y a une question voilà. Là-haut. S'il y a une hôtesse peut-être qui peut amener un micro ou... Voilà. Oui, bonjour. Hélène Bruvier, cadre de santé, formatrice, ici IFAS. Alors, j'avais une question. J'ai lu, voilà, depuis le début, depuis l'arrivée, j'ai lu voilà, le travail que vous avez effectué. Bravo déjà, parce que au niveau lisibilité, c'est vraiment très, très bien. Alors, il me manque une petite chose. En tant que formatrice en formation initiale. Or, je sais que j'entends beaucoup parler de la formation initiale depuis le début de ce congrès, que c'est important. Et il me manque quand même, pour les élèves, comme support, la notion de hygiène des mains avant et après port de gants. Alors, j'attendais votre argumentaire, je l'ai entendu, je le comprends par rapport à la démarche de soins, etc., mais des élèves qui démarrent, qui sont en formation initiale, je vais devoir prendre un support, enfin, adapté quand même pour pouvoir... alors, je sais pas, j'attends. Qu'avez-vous à me dire? Bon, Noira, forcément... Donc, je laisse Noira répondre. Oui, non, mais elle me connaît. Oui, non, mais... L'idée, c'était vraiment de recentrer en fait sur la notion du soin et que l'hygiène des mains, donc c'est avant le soin, et de pas focaliser en fait sur le port de gants.
Parce que globalement, le message, c'est de limiter le mésusage du gant et donc de recentrer principalement sur le soin. Donc on fait de l'hygiène des mains avant d'effectuer un soin au patient et c'est vraiment cette notion-là qu'il faut faire passer. Alors, je suis d'accord, hein. C'est juste parce qu'ils ont toujours besoin, notamment au début, d'un support sur lequel se référer. Et voilà, c'était plus ça. En fait, comme l'a dit Anne, l'autre idée qu'on a voulu faire passer, c'était de laisser en fait la possibilité aux soignants de bien réfléchir à sa séquence de soins et à ce moment-là d'analyser quel était le risque et de savoir quelle était l'opportunité et à quel moment je dois effectuer mon hygiène des mains. Oui. Mon hygiène des mains, c'est avant le soin. Je suis d'accord. La pratique réflexive est au cœur de la formation aussi. Bon, merci. Il y a une question là, le micro est, s'il vous plaît. Oui, merci Anne de cette présentation. Je ne les ai pas encore lues, hein, parce qu'on vient juste de les avoir. Philippe Berthelot, Saint-Étienne. Mais une question que je voulais vous poser sur le groupe de travail, c'est par rapport aux 5 temps d'hygiène des mains. Comme tu l'as rappelé, c'est quand même quelque chose qui s'adresse à un peu tous les acteurs de soins. Les 5 temps d'hygiène des mains, ça paraît déjà très lourd. Dans nos hôpitaux, on a du mal à les respecter. Est-ce que... Enfin, nous, on a discuté par exemple dans notre GHT et on s'est dit, ou dans un GHT, on a des établissements de taille très différentes. Et on s'était dit, si déjà on arrivait à faire 3 temps d'hygiène des mains, avant de rentrer dans la chambre, avant le soin, en sortant de la chambre, on se disait que c'était déjà pas mal. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça par rapport aux 5 temps d'hygiène des mains? Oui, on y a vraiment beaucoup réfléchi et il y a même eu, bon, c'est vrai que dans la littérature, il y a une évolution, mais plus de la façon d'évaluer au niveau des audits d'hygiène de main et de simplifier et en disant c'est ces temps-là qui sont prioritaires avant, après et juste avant le geste aseptique, par exemple. Et donc il y a même eu une réunion spécifique du conseil scientifique pour trancher à ce niveau-là, mais finalement c'est une décision qui a été prise de rester vraiment de coller aux recommandations internationales de l'OMS et de se tenir à ces 5 temps. Mais je suis d'accord avec toi qu'on peut simplifier peut-être la partie évaluation en se focalisant sur ces temps prioritaires, mais voilà, c'est un choix qui a été fait au niveau des recommandations. Philippe Carinco-Deuillère, si je peux apporter une toute petite apport à cette discussion. La notion de chambre est une notion déjà très hospitalo-centrée. Les soins ne se font pas toujours dans une chambre. Ensuite, c'est pas la porte qui arrête le microbe, puisque le transporter avec nos mains. Et je trouve que justement l'affiche de l'OMS est très bien parce qu'elle montre pas la chambre, elle montre le patient et son environnement immédiat. Elle montre pas la notion d'entrée, sortie. Voilà, c'est pas la porte qui arrête les microbes. On a même rajouté la photo du résident, justement. Enfin, il y a un fauteuil roulant, c'est ça? Et bon, c'est vrai que l'environnement est différent selon qu'on est dans le secteur hospitalier, en médico-social ou en ville, mais les 5 temps restent valables. Je peux peut-être rajouter que c'est vrai que ça nous paraissait important de garder ces 5 temps de l'OMS parce qu'ils sont quand même largement connus désormais et on a mis quand même tellement de temps à les faire reconnaître et connaître et donc on ne voulait pas se séparer de cette image. Néanmoins, dans l'argumentaire, il y a des éléments pour adapter justement à la pratique. Philippe, c'est évident ce que tu dis, on est submergé de travail dans les services et dans l'argumentaire, il est bien dit qu'il y a une marge d'interprétation, que l'hygiène des mains après un soin, ça peut être confondu avec celle avant un soin si c'est enchaîné, par exemple. Donc, il y a dans cette nouvelle mouture des précautions standards, on a voulu aussi qu'il y ait une part à la, comment dirais-je, à l'interprétation, à la réflexion plutôt, à la réflexion du soignant par rapport à la situation qu'il est en train de vivre. Voilà.
L'autre idée aussi, c'est qu'effectivement, ça dépend de notre établissement, c'est à partir de quoi on part. Si effectivement tout le travail est à faire au niveau de l'hygiène des mains, on peut se concentrer sur le avant-après. Par contre, si on est déjà plus avancé sur le travail sur l'hygiène des mains, on va venir affiner sur des opportunités, comme par exemple avant geste aseptique, etc. Tout dépend en fait où on est de l'hygiène des mains dans son établissement. D'autres questions? Oui, au milieu là. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Merci, mesdames. C'est un peu le bordel, on va continuer. Michel Tive, Dijon. J'avais juste une question par rapport à la méthodologie où vous êtes passé très vite. Quelle méthode vous avez utilisée? Je m'attendais à voir la méthode GRADE, qui est coutume dans les dernières recommandations SF2H. Quelle est votre méthodologie? Eh bien, donc justement, la méthode GRADE n'était pas forcément possible. Il ne faut pas oublier qu'on était dans un domaine où il y avait des textes réglementaires. Donc, on ne peut pas vraiment grader une réglementation. Et donc, c'est pour ça on a utilisé une méthode qui est différente. Et puis, en plus, on avait des délais relativement contraints puisque on a mis 1 an seulement pour faire ces recommandations. Et donc, c'est pour ça que la méthode GRADE n'était pas forcément une aide dans ces conditions. Et de même, je vous l'ai dit tout à l'heure, le choix de ne pas utiliser de niveau de preuve. Ce qui est effectivement contraire aux recommandations classiques de SF2H. Voilà, donc la méthode, c'était de repartir de ces fameux textes réglementaires, de les mettre en parallèle, avec aussi toutes les recommandations existantes, soit françaises, donc produites essentiellement par la SF2H, soit étrangères, alors américaines, canadiennes, OMS, etc. Donc on les a toutes, on a fait une exégèse en quelque sorte de toutes les recommandations et réglementations existantes, et pour voir les discordances, les choses en plus, en moins, différentes. Même la terminologie était très très importante. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Et puis donc ensuite, on a bien évidemment consolidé ça avec une analyse de la bibliographie, hein, sur les 7 axes qui avaient été décidés par le groupe. Et voilà, donc pour rédiger les argumentaires. Donc c'est effectivement une approche qui est un petit peu différente. Ceci dit, donc ensuite il y a eu donc passage à la moulinette aussi par le conseil scientifique au complet de la SF2H, et un groupe de relecture donc très très élargi, c'est voulu comme ça, avec des professionnels de terrain et de tous les 3 secteurs, afin d'être sûr que le langage était approprié justement à tous. Donc effectivement, démarche un petit peu atypique. Voilà. En tout cas, pas de grade. En fait, ma question était un peu double. Avec la méthode GRADE, en cas de désaccord, du coup, est-ce que vous avez eu des désaccords dans votre groupe et comment vous les avez réglés? L'avantage de la méthode GRADE, c'était qu'il y avait un 2e tour, éventuellement un 3e, etc. Donc là, quelle était votre démarche en cas de désaccord? Vas-y, Vannoira, tu peux répondre. On alterne un peu. Il n'y avait peut-être pas de désaccord. Non, vas-y, on a beaucoup discuté en tout cas. Par exemple, pour reprendre l'exemple de l'hygiène des mains, effectivement, comme l'a dit Philippe, la question a été est-ce que on se concentre sur les trois opportunités les plus importantes, ou on reprend les 5 temps de l'OMS, et comme l'a dit Olivia, la discussion autour de ça donc a fait qu'on s'est positionné sur les 5 temps de l'OMS, puisque globalement ce sont les points qui sont un repère important actuellement donc pour les professionnels de santé, et on n'a pas voulu en fait changer ce point-là. Donc pour chaque question qui s'est posée, ça a fait l'objet d'une discussion entre nous, et puis on s'est positionné par rapport à l'argumentaire et puis à la bibliographie. Par exemple, pour le choix de l'entretien des bassins, enfin, je veux dire, on peut avoir une idée claire dans la littérature. Quand on voit qu'il n'y a rien qui priorise telle ou telle méthode, bon ben, on conclut que voilà, on peut
tirer des conclusions sans faire de grade systématiquement. Il y a quand même un travail sur la bibliographie qui a été réalisé par un chargé de mission. Et je crois qu'il faut insister quand même là-dessus. C'est pas des discussions entre 4 ou 5 personnes qui décident. C'est une analyse tout à fait méthodique de la bibliographie. Comme l'a dit Anne, il faut le souligner, des autres recommandations, notamment internationales. Donc c'est, vous voyez, le fruit d'un travail à la fois multidisciplinaire et certainement très réglé. Je crois qu'il y avait une question. Oui, bonjour, Béatrice Grisi, Villefranche-sur-Saône. J'ai lu rapidement le petit guide rouge, certainement en transversal, et j'avais une précision à vous demander sur le ratio que vous faites sur le lave-bassin. Vous mettez un lave-bassin pour 12 lits. Je ne me rappelle plus si c'est une reco forte ou si c'est simplement... On entend mal, hein. Non, c'est pas un ratio qui est donné en tant que recommandation. C'est un ratio qu'on a trouvé dans la littérature et qu'on cite dans l'argumentaire. Noira, tu peux peut-être préciser. Le ratio de lave-bassin nécessaire, je crois que c'est en établissement de soins en plus. Donc le ratio lave-bassin, un par lave-bassin nombre de lits. pour 12 Oui, lits d'hospitalisation. En fait, qui avait été cité dans les recommandations pour la prévention de la transmission croisée sur les BHRE de 2013. Et effectivement, c'est le seul ratio qu'on ait retrouvé. Mais ma question était de savoir si c'était simplement un argumentaire comme ça ou si c'était une recommandation forte. Ah non. Les recommandations, elles sont toutes synthétisées, numérotées, donc il n'y a aucun ratio dans les recommandations. Merci. Voilà. Et puis, enfin, on a même pensé qu'il pouvait être dangereux d'imposer des lave-bassins à tout le monde. Enfin, je veux dire, utiliser un lave-bassin, ça comporte un risque aussi si on n'est pas formé. S'il est mal entretenu, si la maintenance n'est pas réalisée, enfin, je veux dire, un lave-bassin, c'est une mesure qui est importante. Pour un établissement, ça peut être un plus, mais ça peut être dangereux aussi. Donc, on n'a pas imposé le lave-bassin dans tous les établissements. Juste un mot sur ce terme 12 lits. Je ne suis pas certain que ce soit 12 lits, c'est plutôt 12 utilisateurs, le terme. Et c'est important de le compter parce qu'il y a des services où il n'y a pas 12 utilisateurs de lave-bassin. Vérifiez bien, mais il me semble bien que le ratio, si c'était 1 pour 12 lits, on aurait beaucoup d'établissements à refaire aujourd'hui. On entend mal, hein. Bah ouais, j'entends. Question là-bas. Merci. Alors, il y a eu plusieurs questions là sur l'évidence scientifique. Certains ont fait remarquer que finalement, vous n'avez pas utilisé les méthodes grades, peut-être parce que l'évidence scientifique n'est pas très importante. Philippe Berthelot faisait allusion à 3 moments versus 5 moments. On a parlé des excrétas. Donc, est-ce que dans le groupe de travail, vous avez identifié des questions de recherche à laquelle il faudrait répondre, compte tenu du fait que finalement tout ça est basé sur beaucoup de bon sens, mais assez peu de choses scientifiques très solides. Est-ce qu'il y a des axes de recherche que vous considéreriez comme prioritaires pour progresser dans la connaissance sur les précautions standards? Très bonne question. Bon, on a vu déjà au niveau de l'hygiène de main, tout bêtement, des possibilités d'évolution. Bon, il y a des articles un peu, enfin, on va dire provocateurs, non, mais un peu isolés, qui disent que, par exemple, on peut pratiquer une hygiène de main une hygiène de gants, on va dire, parce que, donc, voilà, utiliser des chats sur les gants. Il y a des articles qui parlent aussi de révolutionner les étapes d'hygiène de main en privilégiant finalement le bout des doigts, parce que c'est avec le bout des doigts qu'on soigne et non pas avec la paume des mains, etc. Bon, c'est peut-être au niveau de l'hygiène de main qu'on peut le plus travailler, soit pour améliorer l'observance aussi, parce que on sait que dans les services, eh bien, c'est le manque de temps souvent qui justifie Il y a aussi sur la gestion qui explique des excrétas,
la non-observance. Vas-y, Il y Nora. a aussi sur la gestion des excrétas, notamment sur les soins que sont l'échange et les toilettes, où le risque il n'est pas bien perçu et mal identifié pour les professionnels. Et effectivement, dans la littérature, on n'a pas retrouvé tant de choses que ça, et ça mériterait effectivement une question de recherche. Vous avez sans doute évoqué les papiers récents qui proposent que de 6 ou 7 temps à la française, on passe à 3 temps. Est-ce que vous en avez discuté? L'évidence scientifique derrière 3 temps versus 6, 7 temps, quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ce point-là? Alors, dans le cas du travail, bien sûr qu'on l'a abordé. Comme tu le sais, ce travail, comment dirais-je, étalé sur quelques mois. On a, dans le prolongement de la réflexion du groupe de travail hygiène des mains pour les précautions standards, un nouveau groupe qui va élaborer des recommandations sur l'hygiène des mains et qui va prendre en compte ces nouvelles publications. Au moment où on réfléchissait, c'était des choses qui étaient très nouvelles, qui demandaient d'être confirmées. Donc ça va être intégré maintenant d'une façon un petit peu plus large dans le cadre de ce groupe-là. Voilà, et vous avez vu notre fiche développement durable? La voilà. Donc elle est en annexe à la fin du guide, mais je remercie aujourd'hui la commission risque infectieux et développement durable d'avoir produit ce document qui est nouveau et qui va sauver notre planète peut-être. En tout cas, qui contribuera, qui apportera sa pierre à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est une prise de position de la société. Voilà. C'est écrit petit, c'était juste pour vous la signaler. D'autres questions? Ici, s'il vous plaît, au deuxième rang. Oui, docteur Jarige, Arlin, Guadeloupe. Les Arlins, on fréquente de plus en plus le monde libéral. Donc, concernant les EPI, pourquoi vous avez mis des prérequis? Alors, je reviens en arrière. Hop. Parce que les libéraux, ils travaillent, quoi. En tout cas, en Guadeloupe, la plupart, ils travaillent en civil. Est-ce que c'est pertinent de mettre des prérequis? Oui. Ben justement, pour les libéraux. La terminologie est suffisamment sobre, on va dire, enfin, l'expression employée, la recommandation, porter une tenue professionnelle propre, adaptée et dédiée à l'activité pratiquée. Donc, c'est peut-être, ça laisse un petit peu le champ aussi au libéral. Si pour lui, sa tenue professionnelle, c'est de venir en costard 3 pièces, a priori, ça le regarde, mais ça sera sa tenue professionnelle. Il faudrait peut-être qu'il change de tenue en rentrant chez lui. Mais voilà, donc en tout cas, à l'hôpital, c'est sûr que ça n'aura pas le même sens qu'en ville. Enfin, Noira, tu veux rajouter quelque chose? Mais on n'a pas très bien entendu la question. Il y a le fait d'avoir un prérequis pour la tenue professionnelle était peu adapté au secteur libéral. Mais justement, là, on n'a pas précisé plus que ça. Mais c'était quand même pour signaler qu'on ne pratique pas un soin avec... Enfin, c'est pas anodin de pratiquer un soin avec une tenue de ville. À ce moment-là, elle devient une tenue professionnelle, mais avec des risques de contamination. Et pour le prérequis sur la tenue, on a voulu insister aussi pour les EMS, où la question est souvent posée, est-ce qu'on doit avoir une tenue spécifique ou est-ce qu'on peut garder sa tenue de tous les jours, notamment dans les femmes et dans les masses. C'était pour ça qu'on avait tenu à bien le préciser en prérequis en fait. Raphaël Gérard de Lyon. J'ai une question par rapport à la question réglementaire. Le fait que les précautions standards soient des publications officielles avec un caractère opposable nous a été très utile et nous reste
très utile dans beaucoup d'établissements, pour obtenir les dotations de matériel de protection en quantité suffisante. Est-ce que je n'ai pas bien compris si le fait que certains tableaux sortent du caractère opposable, sortent des documents et donc n'aient plus de caractère opposable, nous fait perdre cette possibilité-là de levier par rapport aux directions d'établissement? Voilà. Alors ça, on y a réfléchi et on en a parlé entre nous, mais il y a en plus, bon, les textes officiels, il y a cette fameuse circulaire 98 dont l'annexe n'est plus opposable. Il y a aussi d'autres niveaux. Il y a un arrêté et c'est plus fort. Enfin, donc on va proposer, maintenant que en termes de recommandations scientifiques, c'est bouclé. La semaine, pas plus tard que la semaine prochaine, le 20 juin, enfin, ou dans 15 jours, on va présenter au niveau du comité de suivi du PROPIAS au ministère, on va présenter les recommandations et il y a de même un représentant du ministère qui va voir ce que ça implique en termes si vous voulez, de procédures administratives pour faire ce toilettage réglementaire. Donc il va y avoir, comme il y a eu pour les recommandations endoscopie, si vous voulez, ces textes-là vont être abrogés et un nouveau texte va sortir sur les nouvelles précautions standards, mais sûrement pas sous forme de circulaire ou d'arrêté ou de décret, puisque maintenant le ministère, je crois, ne propose plus que des instructions, ou des notes d'information. Mais donc il y a, je comprends tout à fait ce côté opposable qui est important pour ça fait un levier supplémentaire au niveau des établissements pour les mettre en place et surtout avoir tous les prérequis de mise en œuvre. Et donc, ce toilettage va être encouragé. En tout cas, il est prévu et on va l'étudier la semaine prochaine. Oui, bonjour, Anaïk Millot de Mayotte. J'avais juste une question pour savoir si les recommandations par rapport au centre d'addictologie sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que pour l'hygiène des mains, c'est eau et savon, ou les solutions hydroalcooliques sont aussi préconisées. Toujours la même question j'ai pas vu où vous étiez. Ah bon, pardon, on est très, très éblouis. En addictologie, vous aviez dit, à propos de l'alcool? Voilà, c'est ça, oui, parce que on avait lu dans les recommandations qu'il fallait éviter les solutions hydroalcooliques au niveau de la consultation d'addicto. Donc, dans le nouveau bâtiment, on n'a pas de point d'eau, bien sûr, à disposition. Ouais. On n'a que des solutions hydroalcooliques et j'avais lu avant qu'il valait mieux utiliser l'eau et le savon. Alors, donc, on n'a effectivement pas évoqué ce point particulier dans les précautions standards, mais il me semble qu'il y a des solutions justement à l'usage des solutions hydroalcooliques dans ce genre de centre, notamment avec des flacons de poche. Effectivement, on ne mettra pas de distributeur dans les couloirs parce qu'il y a un risque par rapport aux patients, mais il me semble que les professionnels de santé, les soignants, eux peuvent tout à fait les utiliser si on met les chats sous clé ou si on a des flacons de poche. Je ne vois pas d'opposition à les utiliser même en addictologie. Mais c'est sûr qu'on va peut-être éviter de faire un NICSHA propre à l'addictologie. Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres axes? Peut-être, Anne, que tu peux parler un petit peu de l'hygiène respiratoire, qui est une nouveauté. Eh ben, les nouveautés, c'est qu'elles sont strictement intégrées maintenant donc aux précautions standards, mais elles existaient déjà totalement en tant que R0 dans les recommandations, le guide Air Gouttelette. Je me souviens plus quelle couleur il avait exactement, mais il est assez... Pardon? 2009. Oui, mais... Donc, par contre, on a insisté sur l'éducation du patient à l'hygiène de main, sur le fait d'informer sur les mesures d'hygiène respiratoire à prendre et surtout de mise à disposition du matériel nécessaire. Et ça se fait pas dans beaucoup d'établissements.
sous prétexte que ça disparaît trop vite ou que c'est mal utilisé. Donc le fait de mettre à disposition, et ça c'est valable aussi pour la consultation du médecin généraliste en ville, donc de mettre des masques et des mouchoirs jetables dans les lieux stratégiques, c'est-à-dire bon, les urgences, tous les points de fort risque de transmission croisée dans les établissements ou même en ville. Donc masques, mouchoirs jetables, etc. Sinon, donc, hygiène de main après contact avec des sécrétions respiratoires, là aussi, rien de nouveau. Je remonte le mouchoir à usage unique et sinon la technique bien connue de tousser dans le creux le creux du coude ou bien l'épaule. Alors ça a beaucoup choqué. On dit c'est dégoûtant, il vaut mieux éternuer dans ses mains que dans son coude ou le haut de la manche. Mais non, c'est les Américains qui ont proposé cette technique. C'est les mains qu'il faut sauver absolument, puisque c'est elles qui participent aux soins. Donc, il vaut mieux tousser dans son coude que dans ses mains. Donc ça, c'est effectivement un petit peu dur à faire passer en termes de pédagogie, d'enseignement, mais c'est important. Voilà. Donc, hygiène respiratoire, a priori, on savait déjà tout. Plus de questions? En tout cas, on va donc proposer une fac avec donc vous pourrez envoyer vos questions, pas forcément scientifiques, mais aussi en termes de promotion des précautions standards, de la façon dont on peut apporter les messages aux soignants, à tout acteur du soin, parce qu'il n'y a pas que les professionnels de santé, on l'a bien vu. Donc peut-être cette diapo en guise de conclusion. On a le Propias avec nous pour dire que les précautions standards, c'est le socle de la prévention des infections associées aux soins et de l'antibiorésistance, avec la réduction de la transmission croisée. Donc vous avez maintenant à disposition, nous avons un référentiel unique et qui devra être intégré à toute démarche de soins. Donc c'est peut-être ça le plus difficile à mettre en place au niveau des établissements, vu le manque de ressources, le manque de temps. Mais il faut aussi raisonner en termes, non pas d'individus, mais d'organisation, et de pratiques au sein du service, avec une applicabilité qu'on a souhaitée dans les 3 secteurs, donc sanitaire, médico-social et ville. Une application sans exception par tout acteur du soin, les fameux 4 tout, avec quand même cette démarche individuelle d'anticipation et de réflexion lors de la prise en charge du patient. Et on va encourager bien évidemment à évaluer l'observance des précautions standards dans les établissements et dans tous les lieux de soins. Et surtout, on compte sur vous pour faire une promotion active de ces précautions standards, qui passera aussi par la formation initiale, l'éducation des enfants, des usagers, des patients, et puis formation tous azimuts, donc initiale et continue. Voilà. Et peut-être un remerciement immense à tout le groupe de travail que vous voyez ici, le groupe de rédaction, le groupe de relecture, tous les experts extérieurs et les sociétés savantes qui ont été associées à ce travail par la relecture, donc Société française d'hygiène hospitalière, bien évidemment, la SPILF, l'ASFAR et la SRLF donc pour la réanimation, la FAMCO, qui est la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD, Fédération nationale des infirmiers, donc ça c'était plutôt pour le secteur libéral, et l'Union nationale des professionnels de santé, donc qui nous a donné aussi son feu vert et son soutien. Donc on compte sur eux pour relayer la mise en place donc, des précautions standards dans tous les secteurs. Voilà. Si tu veux conclure, Olivia. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va conclure cette séance et puis appeler les modérateurs de la session suivante, Raoul Baron, Chantal Léger, pour la session hygiène des mains, et merci.